Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Avec ce nouveau numéro de notre émission Décryptons le monde, nous poursuivons nos analyses géopolitiques en compagnie de notre fidèle expert Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Gérard Vespierre, le mois dernier, vous nous avez fait plonger dans les méandres du contrat des sous-marins que l'Australie a retiré à la France. Cette question a impacté les relations diplomatiques entre Paris et Washington, nouveaux fournisseurs, un échec industriel et militaire qui, indirectement, marginalise la présence et l'implication de la France dans cette région du monde. Une question se pose maintenant. Selon vous, aujourd'hui, la France est-elle véritablement une puissance indo-pacifique ? Quels sont, Gérard, vos premiers éléments de réponse à cette question ? Eh bien, ma chère Jacqueline, je vais vous proposer de tourner nos regards dans un premier temps vers l'histoire. Et l'histoire, concernant le Pacifique, ce sont les grands navigateurs, n'est-ce pas ? L'île de la Réunion, à l'époque, île Bourbon, en 1642, baptisée, si je puis dire, par Flacourt. Ensuite, au XVIIIe siècle, eh bien, il y a eu la Pérouse. Et donc ces fameux bateaux, la boussole et l'astrolabe, qui se sont perdus dans le Pacifique, et enfin et aussi Bougainville, qui a fait le premier le tour du monde, et donc s'est arrêté en Polynésie et est revenu à la cour du roi Louis XVI avec un habitant de ces îles. Donc voilà, les premières bases sont posées au XVIIe et au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, on va commencer à s'organiser un petit peu avec en 1842 l'établissement français de Polynésie. Et en 1843, le dernier roi cède ses territoires au protectorat de la France. Donc là, on est au milieu de l'océan Indien, océan Pacifique, depuis Madagascar jusqu'à Tahiti. Mais il y a aussi une présence historique de la France sur les côtes, à savoir la France et l'Indochine, n'est-ce pas, le Tonkin, la Nam, la Cochinchine, au milieu du 19e siècle, et que nous avons quitté pratiquement un siècle plus tard. Donc il y a eu une grande présence qui, bien sûr, s'est estompée. Enfin, troisième volet, eh bien, c'est face à l'Empire chinois, les 4 grands comptoirs de Canton, d'Ankeou, de Shanghai et de Tianjin, donc là aussi milieu du 19e siècle, et donc fin de ces situations et positions avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Nouvelle-Calédonie, pour finir, qui est dans le giron français depuis 1853 et qui s'est séparée d'un point de vue administratif de Tahiti en 1860. Donc avec le recul, nous avons une réelle histoire avec cette région du monde, mais bien sûr dans une situation de retrait territorial depuis la fin de la guerre. Merci Gérard pour toutes ces dates et puis cette rétrospective historique à laquelle vous êtes toujours attaché. Et à partir de celle-ci, quelle est la position de la France actuellement d'un point de vue géographique et géopolitique ? Eh bien, actuellement, nous avons naturellement un certain nombre de territoires qui, après les aléas et tourmentes de l'histoire, sont restés au sein de la République. Donc, en commençant autour de notre ancienne colonie Madagascar, eh bien, nous avons toujours Mayotte, la Réunion, les îles Éparses. À l'opposé, nous avons la Polynésie française, et puis plus près de la Polynésie, eh bien la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Qu'est-ce que cela représente en termes de population ? Eh bien, une faible population. Il y a sur l'ensemble de ces territoires, l'ensemble des îles dont on vient de citer les noms, eh bien, il y a simplement 1 700 000 habitants. Voyez-vous, c'est vraiment très faible. C'est-à-dire que c'est 2,5% de la population nationale française et une superficie totale
de 22 750 km², c'est-à-dire 4% du territoire national. Donc 2,5% de la population, 4% du territoire national, sous différents statuts administratifs, collectivité d'outre-mer pour Wallis et Futuna, département et territoire. Donc l'élément dominant en termes de économique et géographique, bien sûr, c'est le fameux espace maritime auquel ces territoires, ces 22 700 km², donnent droit vis-à-vis de la surface donc marine, la zone économique exclusive, la ZEE. Et là, à ce moment-là, bien sûr, étant donné la diversité et le nombre de petits îlots, eh bien, on arrive à une surface colossale de 8 millions de kilomètres carrés, donc dans cette région du monde océan Indien, océan Pacifique pour la France, à partir des 11,6 millions de kilomètres carrés que nous possédons, puisqu'il y a bien sûr la ZEE autour de la métropole et puis dans les Caraïbes. Donc cette ZEE de 8 millions de kilomètres carrés, ça représente 70% de la ZEE qui est attribuée à la France. Donc, faible population, faible territoire, mais immense empire maritime. Oui, vous évoquez là la notion donc de puissance de la France. Et comment alors pourriez-vous compléter cette analyse en termes de puissance militaire française dans cette vaste zone? Eh bien, nous avons dans cette étendue 3 points d'appui et de présence militaire, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, et finalement la Polynésie. Donc, en termes d'effectifs militaires, un peu moins de 5000 hommes. Vous voyez, c'est peu. Ils sont déployés, ce qui est très faible, mais est en rapport avec le niveau de population lui aussi, 1 700 000 habitants, comme on l'avait cité précédemment, et puis un niveau donc de menace vis-à-vis de potentiels conflits très très faible. Donc, il convient d'ajouter, bien sûr, à cette présence permanente, si je puis dire, une mobilité militaire, surtout marine, donc des bâtiments qui viennent de métropole et compléter les effectifs, faire des inspections et puis aussi participer à des exercices. Donc on peut citer récemment, donc pour la première fois d'ailleurs, une opération de ce qu'on appelle de projection de force depuis la métropole jusqu'en Polynésie, donc avec plusieurs rafales et des avions donc d'accompagnement technique et de ravitaillement en vol. Donc on a une capacité de projeter des forces depuis la métropole. Enfin, s'ajoute le côté alliance, partenariat, de patrouille, de manœuvres conjointes avec l'Inde, l'Australie, le Japon. Donc il y a 2 ans à peu près, un de nos plus gros bâtiments après le Charles de Gaulle sont 3 porte-hélicoptères dans le Dixmude, et qui est venu donc patrouiller en mer de Chine. Donc nous avons une présence avec des bâtiments lourds, 20 hélicoptères à bord, 7 à 800 soldats en capacité de transport, et également donc récemment, encore plus récemment, un sous-marin nucléaire d'attaque, donc l'Émeraude, est allé en visite en territoire américain du Pacifique, l'île de Guam et en Australie. Donc, voyez-vous, on a une présence directe et indirecte qui est aussi suscitée, demandée par nos alliés. Le Japon, il y a 2 ans, a proposé que le Charles de Gaulle vienne faire une visite au Japon. Pour le moment, ça n'a pas été validé, mais petite anecdote, c'est le porte-avions tout nouveau britannique Reine Elisabeth qui, il y a quelques semaines, l'a remplacé. Voilà qui est dit, mais y aurait-il d'autres aspects dont vous n'avez pas parlé de cette présence militaire française dans cette zone Indo-Pacifique ?
Oui, et bien sûr, et d'importance, parce qu'il s'agit de la présence de l'industrie de l'armement française. Et donc de nos matériels dans de nombreux pays de la région. Le plus important, bien sûr, c'est l'Inde, qui, depuis de nombreuses années, a placé auprès de la France des commandes donc de Mirage, et puis plus récemment donc de Rafale. Et il y en a peut-être d'autres à venir. Et nous avons aussi, toujours avec l'Inde, un contrat pour la fourniture de sous-marins Scorpène. En dehors de l'Inde, il y a la Malaisie, qui aussi est impliquée dans la fourniture ou l'achat de sous-marins. Enfin, dans l'armement terrestre, que l'on oublie trop souvent, eh bien, nous avons un très célèbre canon porté sur camion qui a une portée de 50 km opérationnel de ces obus. Et donc, le Césaire a été commandé par l'Indonésie et la Thaïlande. Enfin, il y a aussi notre avion de transport stratégique, l'A400M, qui a été acquis par la Malaisie. Et on peut même citer l'Australie, qui a approvisionné quelques hélicoptères de combat. Donc, voyez-vous, on a une présence non négligeable dans la région, mais qui reste modeste par rapport aux forces militaires nationales des puissances régionales, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Corée, bien sûr. Et cependant, les États-Unis ne sont-ils pas la principale puissance militaire de la zone Pacifique? Pourriez-vous nous donner quelques informations à ce sujet? La présence américaine permanente dans la région est effectivement impressionnante, puisqu'il y a en tout 80 000 hommes stationnés entre le Japon et la Corée. Donc en deuxième rideau, si je puis dire, il y a Guam, l'île de Guam et l'île d'Hawaï. Donc à nouveau à peu près 20 000 hommes. Donc il y a 100 000 hommes, soldats américains prêts à intervenir. Et donc bien sûr des liens particuliers, par exemple avec les Philippines, qui ont été un petit peu distendus avec l'imprévisible président Duterte il y a quelques mois, mais finalement les visites et assistances militaires américaines ont été revalidées il y a quelques semaines. Donc en dehors des effectifs, il y a l'infrastructure, ce qui est absolument nécessaire. Donc il y a au niveau du Pentagone ce qui est appelé la Pacific Deterrence Initiative, donc l'initiative de dissuasion du Pacifique, qui est dotée d'un budget de 4 milliards 600 millions de dollars cette année et de 27 milliards de dollars jusqu'en 2027. Donc pour constituer l'agrandissement de ports, de pistes, de locaux divers de stockage d'armement par exemple. Et in fine, bien sûr, la flotte du Pacifique, 60 à 70 bâtiments, 300 avions, 2 à 3 porte-avions qui peuvent être appelés en déplacement conjoint, donc une véritable force de frappe, harmonisé avec les partenaires, puisque le célèbre avion F-35 furtif, avion de chasse, équipe à la fois, bien sûr, les USA, mais aussi le Japon, la Corée et l'Australie. Donc il y a une interopérabilité, comme disait le militaire, totale. Et quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de l'ensemble de ces éléments quant au poids de la France dans l'Indo-Pacifique? Alors, il n'y a rien de pire en géopolitique que de faire une erreur d'analyse ou de surestimer ou de sous-estimer. Donc, en additionnant l'ensemble de ces paramètres, on constate que la France n'est pas une puissance de l'Indo-Pacifique. La France a une présence Indo-Pacifique, ce qui n'est absolument pas la même chose. Donc, eu égard, effectivement, aux moins de 2 millions d'habitants, aux moins de 30 000 km² de surface habitable, et donc 5 000 militaires en présence permanente. En comparaison, la Grande-Bretagne, non plus n'est pas une puissance. Elle a une présence, mais une présence forte, avec bien sûr la stratégie géopolitique du Commonwealth, donc Australie, Nouvelle-Zélande. Là, on a plus de 30 millions d'habitants, n'est-ce pas, et un territoire donc immense de l'Australie et de sa zone économique exclusive, qui est
elle-même aussi de 8 millions de kilomètres carrés. Donc il nous faut impérativement passer à la vitesse supérieure. Il ne s'agit pas de conquérir bien sûr des territoires, mais d'avoir des alliances plus dynamiques, plus nombreuses avec la Corée, l'Inde, le Japon, de façon à fortifier notre position. Et surtout, il est absolument nécessaire que nous puissions garder la Nouvelle-Calédonie. À cet égard, le référendum du mois de décembre sera absolument décisif. Merci Gérard de cette analyse très détaillée qui place la France dans la réalité objective de sa véritable position et de ses impératifs à court terme. C'est la fin de notre première partie de Décryptons le monde. On marque une pause. Restez avec nous pour la suite de notre prochaine.